Salam alaikum. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Bye. Je n'ai encore vu personne. Je pense qu'il est l'heure, il est 17 heures. Donc, vraiment, on pourra commencer. Entrez d'abord, entrez. Ah, voilà, il y a d'abord une vue. Entrez, continuez à entrer. Deux vues, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Entrez. C'est très bien. Commencez à liker. Voilà, commencez aussi à partager la publication. Partagez la vidéo pour qu'on puisse être nombreux à suivre le cours. Et si le son est bon, vous pouvez commencer à me le dire sur les commentaires. Et je pense que... Oui, Mouchaf. Merci à toi aussi, Mouchaf. Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, si le son est bon aussi, vous me le notifiez par commentaire. Dites-moi si le son est bon. Si vous me percevez bien. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Likez la vidéo, partagez-la. Partagez-la. Partagez la vidéo, c'est bien, c'est bien. Ah, très bien, très bien. Il y a des réactions, il y a des réactions. Dites-moi en même temps si le son est bon ou pas. Voilà. Je vais essayer d'atteindre le ventilo pour que vous puissiez m'entendre. Ah, Omar Idriss, merci beaucoup. C'est bon, tu me perçois bien. J'espère que les autres aussi me perçoivent bien comme Omar. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Entrez, partagez, entrez. Merci Théocratos. Ah, je vois aussi Laïbamba. Ah, c'est très bien. La période de confinement. C'est bizarre. Ah, merci Laïdia. Donc c'est bon. C'est bon. Likez la vidéo, partagez, invitez aussi vos amis. Voilà. Invitez vos amis. Voilà. Très bien. Merci Kébécher. Kébécher est entré. C'est très bien. Merci Laïbamba. Très bien Aboubakar Farid. Merci beaucoup. 5 sur 5. Laïdia. On est à l'armée, hein, c'est vrai. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Ah, merci. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ton nom, mais bon. Merci quand même. Merci, Kébécher. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Tu as raison. Ah, no days off. No days off. Voilà. Pas de day off. Voilà, pour les philosophes. Pas de day off pour la philosophie. Voilà, pour la philosophie, il n'y a pas de day off. La philosophie, c'est la vie. Vous le savez déjà, les gens. Voilà, les gars, vous le savez déjà. La philosophie, c'est la vie. Arrêter de philosopher, c'est arrêter de vivre quand même. Voilà. Donc, comme l'a dit Laïdia, on continue. Voilà. Wilka. Ah, là, tu me fais trop d'honneur, Wilka, toi aussi. Cheikh Anta, c'était le plus grand, le plus sage. Voilà, nous sommes tous ses disciples. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, les gars. Ah oui, très bien. Ah, on dirait que je vois Zuhur. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, partagez, likez. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du chapitre sur le travail. Voilà. Donc, on va travailler. Donc, les élèves de SG, vous aussi, vous êtes inclus. Parce que vous aussi, vous faites un chapitre qui s'appelle Travail et technique. C'est vrai que c'est beaucoup plus vaste que le chapitre des autres séries, L, S et ES. Voilà. Merci Soheb, merci à toi aussi. Mais vous êtes inclus. Voilà. On va essayer un peu aussi de voir l'articulation entre le travail et la technique. Inch'Allah, on va essayer de voir cela. Faiza, merci Faiza. Voilà. Donc, les élèves de SG, vous êtes inclus. Voilà, vous êtes inclus. Vous êtes dedans. Vous étiez même inclus hier aussi dans le cours sur le langage.
Voilà, donc j'espère que vous étiez là. Très bien. Donc, sans plus tarder, je vais essayer d'abord de vous dessiner, voilà, la carte mentale qu'on va suivre aujourd'hui. Voilà, donc, on va essayer d'abord de comprendre le mot travail. Voilà, donc, on va essayer de comprendre sa réalité. On va rester autour du mot travail. Voilà, donc, ici, en restant autour du mot travail, ce que nous allons essayer de faire, c'est de comprendre ce que c'est que le travail en tant que tel. Hein, quelles sont les choses qui ont poussé l'homme à travailler, voilà. Quelles sont aussi, voilà, les spécificités humaines aussi du travail, c'est-à-dire comment est-ce que le travail est une propriété humaine seulement, c'est-à-dire c'est l'homme seulement qui travaille, voilà. Et en même temps aussi regarder un peu les conceptions, voilà, du travail, que ce soit les conceptions religieuses, voilà, les conceptions étymologiques. Et peut-être aussi on va visiter la société grecque antique. Si on a un peu de temps aussi, on va un peu visiter nos sociétés africaines traditionnelles. Donc ça, c'est la première partie du cours. Après cela, nous allons essayer de comprendre ici les vertus du travail. Voilà, les vertus du travail, voilà. Salam, salam Théocratos, salam, merci beaucoup. Le grand Théocratos, les gars, il va revenir. Les plus grands que vous avez vus avant moi, voilà, ces temps-ci, vous allez les revoir. Ils vont revenir, les gars, ils vont revenir. Les Théocratos, les Kébécher, les Abdoulaye Dia, vous allez les revoir, vous allez les revoir. Et même nous vous préparons quelques surprises. Nous vous préparons quelques surprises, attention. Faut pas être autre part qu'à Agora Virtuelle. La chose se passe ici, à Agora Virtuelle. Voilà. Donc attention, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Et ça viendra. Voilà. Donc, venez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on avait dit une première partie où on restait autour du mot du travail. Voilà, ce qui nous a poussé à travailler. Quelle est la valeur du travail? Quelles sont les conceptions, les différentes conceptions du travail? Après, on va essayer de voir les vertus du travail, c'est-à-dire vraiment les points voilà, valeureux du travail. Donc, la valeur du travail en général. Voilà. Et c'est là qu'on va essayer de voir voilà, son articulation un peu avec la technique aussi, voilà, en montrant que c'est une activité intelligente aussi qui peut un peu plus valoriser notre position intellectuelle, notre liberté et aussi notre humanité. Et une dernière partie où on va montrer les critiques philosophiques du travail. Donc ces critiques philosophiques du travail, voilà, vont essayer tout simplement de montrer vraiment les méfaits du travail, les vices du travail. Voilà, les vices du travail. On va essayer de montrer cela. Donc, si vous me suivez bien, nous avons 3 parties. Voilà. Abshir, bonsoir, comment vas-tu? Voilà. J'espère que tu vas bien. Rabelais Descartes. Rabelais est là aussi. Donc, vous avez vu, une première partie où on reste autour du mot travail, pour le comprendre. Une deuxième partie où on va voir les vertus du travail. Et une troisième partie où on va critiquer philosophiquement le travail. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première partie qui est tout simplement voilà, la valeur du travail, c'est-à-dire on reste autour du mot le travail. Donc, si nous regardons bien, la première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que l'homme travaille? Qu'est-ce qui nous a poussé à travailler? Voilà. Quelles sont les motivations voilà, qui nous ont poussé, nous les hommes, à travailler? Et pourquoi est-ce que nous, hommes, nous travaillons? Voilà. Donc, en parlant de cela, on peut faire une petite comparaison entre l'homme et l'animal. Nous pouvons dire clairement que l'animal est un être achevé. Achevé, quand je dis qu'il est achevé, cela veut dire qu'il est complet. Voilà. Donc, dès le départ, il est déjà tout ce qu'il peut être à l'arrivée. Donc, il est au départ tout ce qu'il peut être à l'arrivée. Donc, dès sa naissance, il a toutes les spécificités de sa nature. Et toutes les perfections aussi de sa nature. Et donc, de ce point de vue, il n'y a plus d'évolution en lui. Donc, il n'y a pas d'intérêt à parler d'évolution chez l'animal. Donc, de ce point de vue, dans l'être de l'animal, tout ce qui doit être, tout ce qui lui permettra de s'adapter, de survivre dans la nature, il l'a déjà au départ. C'est pour cela qu'on dira que l'animal est au départ ce qu'il sera à l'arrivée. Et donc, de ce point de vue, s'il a tout, s'il est achevé, on peut dire qu'il est naturellement fort. C'est pour cela qu'il a des qualités naturelles. Certains qui sont sous l'eau ont des nageoires, des bronchites et tout cela qui peuvent leur permettre de survivre sous l'eau.
d'autres qui doivent être tout simplement dans les cieux, peut-être en tout cas dans l'espace. Ceux-là ont des ailes et tout cela, ce qui leur permet de vivre. Voilà. Donc si vous prenez l'aigle par exemple qui est dans le ciel et qui doit se nourrir sur terre, il a une vision, vous voyez bien, voilà, donc très perçante, une vision très perçante, qui fait que à des kilomètres au-dessus, l'aigle peut voir sa proie qui est en dessous. Ça, ce sont des propriétés que la nature lui a données. Si vous prenez l'éléphant par exemple, l'éléphant a la force et la musculature nécessaire qui lui permet de survivre et d'être respecté dans la nature. Donc si on prend les animaux un par un, même les petits animaux, entre guillemets petits, que ce soit les fourmis, les mouches, vous voyez bien, même les moustiques que vous voyez là, les moustiques, on peut amuser, voilà, une fois je pensais avec les élèves de GFM, à voir les qualités que le moustique a, que nous n'avons pas. Le moustique a 2 ou bien 3 cœurs. Nous, on a un seul cœur. Le moustique a, je ne sais pas, 48 dents. Il a combien de yeux? Je pense il en a presque 100. Vous pouvez vérifier sur Internet. Vous pouvez aller sur Google et voir quelles sont les propriétés du moustique. Voilà. Et c'est pour cela que vous pouvez voir même dans la sourate Baqara, je pense que c'est la sourate Baqara, où Dieu dit que certes Allah ne se gêne point, voilà, de donner n'importe quelle chose en exemple, même un moustique. Et ça doit nous pousser à aller voir les qualités du moustique. Voilà, donc le moustique est exceptionnel. Le cafard est exceptionnel. Donc tous les animaux, entre guillemets, parce que nous sommes des animaux, on va le voir après, vous voyez bien, toutes les bêtes, en tout cas, vous voyez bien, donc sont déjà achevés et naturellement forts. Ce qui leur permet de survivre dans la nature sans vraiment de difficultés. Voilà. Alors que l'autre animal, qui est nous, parce que nous sommes des animaux, les gars, nous faisons partie du règne animal. Donc nous, les humains, au départ, l'homme n'est rien. Au départ, il n'est rien. Voilà. Il n'est rien, pourquoi? Parce qu'en tant qu'animal, il n'a pas les qualités naturelles nécessaires. Donc il n'est rien au départ, mais il peut être tout à l'arrivée. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'il évolue. Il évolue. Pourquoi est-ce qu'il évolue? Parce que c'est vrai qu'il a une conscience, on va le voir après. Mais aussi c'est vrai que parce qu'il vit aussi avec les autres, c'est vrai. Mais aussi parce qu'il a une technique. Et cette technique va lui permettre d'être en contact avec la nature pour pouvoir modifier cette nature, l'adapter à ses besoins. C'est ce qu'on va appeler le travail. On va le voir après. Donc, le travail, sa première motivation, c'est quoi? C'est que c'est une nécessité naturelle. La nature ne nous arrange pas. Elle arrange les bêtes. Et les bêtes peuvent s'adapter à la nature. Nous, nous ne pouvons pas. Donc, naturellement, pour pouvoir survivre, nous devons modifier cette nature pour l'adapter à nos besoins. Parce que nous ne pouvons pas nous adapter à la nature. Donc, c'est la nature qui va s'adapter. Si tu ne peux pas partir à la Mecque, il faut que la Mecque vienne vers toi. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Pour que la nature s'adapte à nos besoins, il faut qu'on la modifie, il faut qu'on la transforme, il faut qu'on la nie. Et cette transformation, cette modification de la nature, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc le travail ici, voilà, s'impose comme une nécessité naturelle. Première chose. Deuxième chose, on peut parler aussi d'une motivation religieuse. Voilà, donc religieusement parlant, si nous prenons les traditions vraiment monothéistes, que ce soit la tradition chrétienne, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui est contenue ici dans un livre qu'on appelle l'Ancien Testament, et nous on va s'intéresser dans une partie de l'Ancien Testament qu'on appelle la Genèse. Et aussi si vous prenez aussi la tradition islamique aussi, c'est-à-dire l'islam, voilà, avec le Coran, nous pouvons être d'accord que au départ, Adam vivait au paradis, en tout cas au jardin. Voilà, donc il y a peut-être ici une petite distinction de mots en arabe. Je ne parle pas arabe, je vais laisser le soin au cher Laïdia de nous parler de cela. Vous voyez bien. En tout cas, Jannah, je pense que ça peut signifier paradis ou bien jardin en même temps. Mais en tout cas, il n'était pas sur terre. Et que Dieu a créé de lui sa conjointe qu'on appelle Ève. Vous voyez bien. Donc, les deux vivaient ensemble et ils avaient immédiatement, vous comprenez, immédiatement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de transformer ni de se fatiguer, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de travailler.
Donc ils satisfaisaient immédiatement tous leurs besoins. Dieu leur a dit que dans ce jardin, tout ce que vous voyez ici peut être à votre disposition. Sauf cet arbre-là qui est là. Il ne faut pas manger du fruit de cet arbre. Mais vous connaissez l'histoire. Voilà, ils ont été après, vous voyez bien, un peu, je ne sais pas, influencés par Satan. On dit que Satan est passé par la femme pour tenter l'homme. Mais je ne pense pas que ça figure dans l'islam. En tout cas, dans la tradition judéo-chrétienne, voilà, on pense que voilà, Satan est passé par Ève pour tenter Adam. En islam, on n'a pas dit, voilà, on n'a pas dit cela clairement comme cela. Donc c'est Adam directement qui a été, tous les deux ont été en tout cas tentés. Ce n'est pas l'un ou bien l'autre qui a été, la femme n'est pas en cause en tout cas dans la tradition islamique. Bref, ce qui est important là-bas, c'est simplement que les deux n'ont pas respecté un ordre divin. Cet ordre divin, c'était de quoi? C'était de ne pas manger du fruit de cet arbre qui était interdit. Et comme qu'ils n'ont pas respecté cet ordre divin, il faut qu'ils reçoivent un châtiment divin. Et ce châtiment sera quoi? Ils seront chassés du paradis. Et ils seront envoyés sur terre. Et si vous voyez même dans la Bible, on vous dira quoi? On vous dira que, voilà, Dieu dira à Adam, je vais maudire la terre. Je vais y mettre des ronces et des épines. Vous voyez la dureté, la souffrance. Je vais y mettre des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Ça, c'est le travail. Donc, il faudra qu'il travaille. Ah, Mohamed Abdi, comment vas-tu? Donc, il faudra que tu travailles pour pouvoir satisfaire tes besoins et les besoins de ta famille. Donc, et ce travail-là sera pénible, sera une souffrance. Vous voyez bien, les ronces et les épines, c'est une souffrance. Ce qu'il pouvait avoir immédiatement là-bas dans le jardin, il ne l'a plus immédiatement. Il faut de l'effort, il faut de la fatigue maintenant et de la souffrance pour qu'il puisse satisfaire ses besoins et aussi les besoins de sa famille. Après cela, il dira à Ève, j'augmenterai les douleurs dans ta grossesse. C'est pour cela que les dames, voilà, quand elles sont enceintes, elles ont des douleurs. Vous voyez bien. J'augmenterai les douleurs dans tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. C'est-à-dire que tu vas accoucher. Tu vas accoucher avec douleur. C'est pour cela que l'accouchement, vous savez bien que les gars, ce n'est pas une affaire facile. C'est pour cela que nous aimons bien nos mères, parce qu'elles se sont fatiguées. Vraiment, elles ont souffert pour nous. Voilà. Et la première souffrance, c'était voilà, l'état de grossesse. Et deuxième souffrance, voilà, qui est incommensurable, que nous ne pouvons pas comprendre, nous les hommes. Mais vous les femmes, vous allez comprendre cela après. Voilà, c'est l'accouchement. Et si vous voyez bien, accoucher, quand on accouche, il y a un moment où il y a des contractions, où il y a une douleur extrême. Il y a un moment où vraiment la femme vit des souffrances pénibles, des souffrances extrêmes. Ça, on dit en vocabulaire médical que la femme est en train de travailler. Donc juste avant, vous voyez bien, donc juste avant d'accoucher, la souffrance que la femme vit et qu'elle est en train de crier, de pleurer même des fois, on dit que cette femme-là, elle est en train de travailler. C'est pour cela que cette salle-là, où on met les femmes qui sont dans cette situation-là, on l'appelle salle de travail. Voilà. Donc, it's a labor. On l'appelle même en anglais labor. Vous voyez bien. Donc, ici, vous voyez bien que donc, Adam a été condamné au travail en faisant quoi? En modifiant la nature pour satisfaire ses besoins et les besoins de sa femme. Vous voyez bien. Et Ève aussi a été condamnée au travail quand elle va enfanter. Et toute femme aussi va avoir aussi cette réalité. Et tous les hommes aussi, vous voyez bien que les gars, on fait du work hard tout le temps. On est fatigués, nous tous, voilà. Mais c'est notre réalité. C'est la condamnation que Dieu nous a donnée. Vous voyez bien. Et les femmes aussi ont leur condamnation. Et tout cela se résume à quoi? Au travail. Si vous voyez bien. Maintenant, nous avons vu une motivation naturelle. On a vu aussi une motivation religieuse. On peut parler aussi d'une motivation sociale, si vous voulez bien. Parce que, si vous voyez bien, toutes les sociétés ont fait une glorification du travail. Toutes les sociétés ont donné ici une valeur extrême au travail. Et dans toutes les sociétés, il y a des proverbes qui vont ça et là
pour valoriser le travail et montrer tout simplement que le travail est la valeur suprême de l'homme et que l'homme doit travailler. Et c'est pour cela que vous voyez que dans toutes les sociétés, il y a ces proverbes-là. Si vous allez chez les Somalis, ils disent que voilà, qui ne travaille pas ne boit pas du thé. Vous vous rappelez, je pense que vous les élèves, vous connaissez toute cette citation-là. Voilà, donc toutes les sociétés ont fait du travail une valeur extrême. C'est une valeur supérieure. Regardez, cette période où il y a le confinement, il n'y a pas de travail, tout le monde devient fou. Parce que nous ne savons pas faire autre chose que travailler. Parce que nous sommes éduqués socialement à aimer, à même adorer le travail. C'est pour cela que chaque être humain va se mettre ici dans quoi? Dans cette disposition du travail. Donc chaque homme, socialement, a été programmé pour travailler. Donc le travail s'impose aussi socialement. Mais après cela, après ces motivations, nous allons essayer de comprendre maintenant le mot travail. On va rester autour de ce mot par sa conception étymologique. Parce que si vous voyez bien, quand on a montré ici sa motivation naturelle, on a vu une certaine connotation négative du travail. Une certaine connotation négative du travail, dans la mesure où l'homme était obligé de travailler. L'animal était beaucoup plus à l'aise, il a naturellement ce qu'il veut. Et dans la conception religieuse aussi, vous avez vu que nous sommes obligés de travailler, vous voyez bien, parce que c'est un châtiment, une punition. Donc c'est une connotation négative. Vous avez vu aussi, socialement aussi, nous sommes obligés de travailler, même si on ne veut pas, on est forcé par la société, par cette contrainte sociale, à travailler. C'est pour cela qu'on va voir aussi sa conception étymologique et on va essayer de voir si réellement, dans la conception étymologique, il y a quelque chose de positif dans le travail. Si nous prenons le mot travail, ça peut être rattaché à deux étymologies. Vous voyez bien. Ces deux étymologies, ça peut être d'abord tripalium, du latin, c'est du latin, tripalium. Tripalium, c'était, vous entendez le terme tri, 3, vous voyez bien. Donc, tripalium, c'est quoi? C'était un instrument à 3 pieds, des pieds, vous connaissez les pieds, c'est les grands bâtons là, vous voyez bien. Hein? Un ici, un là et un là, vous voyez bien. Donc, on mettait ces 3 bâtons là, comme cela, et qu'on l'utilisait pour torturer les gens qui étaient peut-être en faute. Pour torturer les gens peut-être qui n'ont pas peut-être respecté la loi ou autre chose. C'était un instrument de torture. Donc on attachait une main ici, une main là, un pied ici, un pied là-bas et on le torturait. Donc le tripalium servait de moyen de torture. Donc vous comprenez bien que la première étymologie qu'on a vue ici ne montre pas une connotation positive du travail, mais plutôt une connotation négative. L'autre étymologie, toujours du latin, trépalium. Donc trépalium, c'était un grand dispositif qui a été mis en place. Pourquoi? Pour pouvoir fixer, immobiliser les grands animaux comme les chevaux et les bœufs. Parce que vous savez que ces animaux-là doivent être ferrés. Vous voyez, sous leur sabot, il y a un fer qu'on met. Voilà, un fer. Mais ce fer-là, pour le mettre, il faut l'enfoncer. Des fois même, il faut utiliser un forgeron pour le rendre très rouge, l'enfoncer et le mettre par des clous, le fixer par des clous. Vous savez bien que les gars, si on fait cela à un animal, il aura mal et il va fuir. Maintenant, pour lui empêcher de fuir et pour le maîtriser, pour le cerner carrément, on le mettait dans le trépalium et là-bas, on le fixait, on l'immobilisait. Donc le trépalium aussi, les gars, ne montre pas une connotation positive du travail, mais plutôt une connotation négative. Et on va aller plus loin. On va essayer de voir dans la société grecque antique, est-ce que réellement, dans cette société grecque antique, le travail était une affaire positive ou bien une affaire négative. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des motivations positives du travail. Dans la société grecque, vous savez, la société grecque, vous avez fait cela en histoire, je pense. Elle était une société inégalitaire. C'est-à-dire que tous les hommes n'étaient pas égaux. Voilà. Donc, tout le monde n'était pas citoyen. Et les citoyens n'avaient pas les mêmes dispositions que les non-citoyens. Voilà. Donc, ce n'était pas parce qu'on était athénien aussi qu'on était citoyen à part entière. Vous avez appris cela, on ne va pas entrer dans ces choses. Les femmes avaient un statut, voilà, les enfants, etc. Maintenant, on considérait qu'il y avait des hommes libres et des hommes non libres. Les hommes non libres, vous les savez bien, donc c'est qui? Ce sont les esclaves. Et les hommes libres, ce sont les vrais Athéniens qui jouissent de leurs droits et de leurs devoirs, tout simplement, qui sont des vrais citoyens.
Donc, les Grecs disaient que le travail est une activité servile, c'est-à-dire une activité aliénante dans laquelle, voilà, on perd quelque chose. Voilà, donc si on travaille, on perd quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on va perdre? Peut-être la liberté. Et si on perd la liberté, à un moment donné, on va perdre notre qualité d'homme. Donc, si le travail est une activité servile, il ne faudrait pas que quelqu'un qui ait quelque chose à perdre travaille. Il faut que celui qui n'a rien à perdre travaille. Et celui qui n'a rien à perdre, c'est qui? C'est l'animal. Non, pas l'animal. Celui qui n'a rien à perdre, c'est qui? C'est l'esclave. Puisque lui, il n'est pas libre, il n'a pas de liberté. Donc, il n'a pas de liberté à perdre. Donc, de ce point de vue, c'est lui qui doit travailler. Alors que l'homme libre, le jour où il va travailler, il va perdre ce qui fait tout simplement son statut, c'est-à-dire la liberté. Donc, de ce point de vue, le travail devient dangereux pour l'homme libre. Le travail, donc, était réservé à qui? Était réservé à l'esclave. Et donc, le travail était vu comme étant une chose méprisante. Une chose peut-être qui est d'une bassesse extrême. Voilà. Donc, de ce point de vue, ce sont les hommes qui n'ont pas de valeur sociale, c'est-à-dire les esclaves, qui doivent travailler. Et ceux qui ont une valeur sociale, c'est-à-dire les hommes libres, ils doivent s'adonner à d'autres activités qui sont plus nobles, qui sont plus élevées, qui vraiment valorisent l'humanité et la dignité humaine. Et ces activités, c'est ce que les Grecs appellent skole. Vous voyez bien, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne parle pas grec. Vous voyez bien, mais en tout cas, vous les Somalis, vous entendez bien le mot skol. Et ceux qui parlent anglais, vous entendez bien le mot school. Et vous savez que, voilà, c'est le mot aussi, voilà, école. Parce que qu'est-ce qu'on fait à l'école? On ne fait qu'une recherche de connaissances, on ne fait qu'une activité intellectuelle. Ce que Hannah Arendt va appeler œuvre et que Aristote va appeler contemplation. Donc cette contemplation, elle est intellectuelle, elle n'est pas physique ni manuelle. Donc elle est une activité intellectuelle qui se trouve dans la recherche de la connaissance, certes, mais aussi dans la contemplation, voilà, des œuvres d'art, c'est-à-dire du plaisir esthétique. Ça, celui qui va traiter le cours sur l'art va vous expliquer cela beaucoup plus. Celui qui va expliquer cela va expliquer cela tout de suite. Donc de ce point de vue, ces hommes libres doivent s'adonner à cette contemplation, à une activité intellectuelle. Parce que les Grecs, ils pensaient que tout ce qui loue, voilà, ton degré intellectuel, tout ce qui fait travailler ton degré intellectuel, c'est ça qui est noble. Et toute activité physique est tout simplement dégradante. Donc, eux, attention, leur définition du travail est différente de notre définition du travail. Nous, par exemple, en ce moment, on dira que nous sommes en train de travailler. Ouais. Même si on n'est pas en train de relever des charges, de se fatiguer physiquement. Nous dirons que nous sommes en train de travailler. Mais pour les Grecs antiques, le travail, ce n'était pas une activité intellectuelle seulement. C'était une activité manuelle. Ce qu'ils appelaient travail manuel, ce qu'ils avaient méprisé, c'était le travail manuel, c'est-à-dire le travail du maçon, voilà, de l'ouvrier en général. Ce travail-là qui demande de la force. C'est ça qu'ils avaient méprisé. Mais l'activité, voyez bien, intellectuelle, et l'activité aussi de contemplation, hein, des œuvres d'art et tout cela, ça, ils disaient que c'est simplement aux citoyens d'avoir cette chose-là. Donc, si on regarde bien, les Grecs aussi ont méprisé le travail. Donc, les Grecs aussi n'ont pas eu ici une valeur vraiment de ce qu'ils appelaient travail, qui est un peu différent, je le souligne encore, de ce que nous appelons travail. Donc, vous avez compris. Et aussi, peut-être même, on peut montrer encore une autre, je ne sais pas, signification du travail, mais je pense que jusqu'à présent, c'est bon. Si on essaie de tourner encore autour du mot travail, pour résumer cette première partie, on a vu une motivation naturelle par rapport à l'animal, qui est un être achevé, vous avez vu, et complet. Il n'a pas besoin de travailler, il s'adapte directement. On a vu aussi une motivation religieuse, parce que Adam et Ève, vous voyez bien, ont désobéi à Dieu, donc eux et leurs descendants doivent payer pour ce péché original-là. Nous, les Bani Adam, voilà, Bani Adam, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en arabe, mais en tout cas, nous, les fils d'Adam, voyez bien, nous sommes en train de payer le péché de notre père, voyez bien. On a vu aussi une obligation sociale en cela, voyez bien. Donc, chaque société pousse, voilà, ses membres à aller travailler, voyez bien. Et aussi, nous avons vu aussi la conception étymologique du travail.
Vous voyez bien, donc on a vu que c'était très négatif. On a vu aussi la conception des Grecs antiques. Et si vous voyez même aussi nos sociétés aussi africaines, c'était un peu comme la conception grecque antique. Nous aussi, le travail n'était pas réservé à tout le monde. Tout le monde ne devait pas travailler. Il y avait une partie de la population qui était considérée comme la tribu inférieure qui devait travailler. Mais ça, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Voilà, pour d'autres raisons, vous voyez bien. Mais en tout cas, si vous allez chez nous et chez vous, c'est la même chose, vous voyez bien. Donc, en Afrique, nous avons tous cette unité culturelle. Donc, ce qui fait qu'il y a des tribus qui sont considérées comme étant des tribus, voilà, qui doivent être laborieuses, qui doivent travailler. Et il y a aussi des tribus princières, voilà, donc, qui ne travaillaient pas et qui étaient tout simplement ceux qui dirigeaient, etc., etc. Donc, il y avait aussi cette division aussi du travail et aussi cette hiérarchisation aussi de la société selon des castes ou bien d'autres choses. Mais après cela, nous avons dit qu'on va essayer de comprendre ici les significations du travail et en même temps aussi ses vertus. Ces deux choses-là, je vais les mettre ensemble. Donc pour les significations du travail, nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu que le travail est une chose pénible, que le travail est une souffrance, que le travail est une malédiction, une punition, un châtiment, etc., etc. Une chose dégradante, etc. Donc, à quoi bon travailler? Pourquoi est-ce que nous travaillons? Si c'est aussi, voilà, je ne sais pas, négatif que cela. Première chose, qui est la réponse la plus immédiate, parce que nous sommes obligés de travailler. Si nous ne travaillons pas, nous allons disparaître, tout simplement. Parce que nous avons dit tout à l'heure que nous sommes naturellement faibles et inachevés. Donc, si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons pas satisfaire nos besoins. Donc, la satisfaction du besoin, comme étant un moyen de survie, c'est la première obligation, voilà, qui s'impose à nous. Donc nous sommes obligés de travailler, première chose. Deuxième chose aussi, pour avoir une place dans la société aussi, il faudra travailler. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, que la société a fait quoi? A valorisé ici ce travail. Donc ce qui fait que c'est selon le travail qu'un individu est valorisé dans la société. Voilà. Donc ceux qui sont peut-être des désœuvrés, ou bien ceux qui sont des paresseux décidés, comme le dira Nietzsche, ceux qui sont d'une paresse décidée, vous voyez bien, ou bien ceux qui veulent être dans d'autres activités, ou bien ceux qui ne veulent pas être soumis à la contrainte du travail, ceux-là sont mal vus dans la société. Alors que ceux qui font l'éloge du travail, vous voyez bien, ceux qui embrassent le travail de manière ardue, ceux-là sont respectés dans la société. Donc c'est un moyen de reconnaissance sociale. On est reconnu socialement comme étant un membre à part entière, mais aussi on est intégré, on a une place dans la société. Donc on gagne une dignité humaine et sociale en travaillant. Donc là, on en a besoin. Et après cela aussi, qu'est-ce qui se pose? Nous travaillons aussi pour pouvoir nous libérer peut-être de la dépendance d'autrui, les gars. Vous le savez. Donc de ce point de vue, si nous ne travaillons pas, nous sommes dépendants à autrui. Et donc être dépendant à autrui, ça, c'est une position qui pose problème, vous le savez bien. Donc, de ce point de vue, si on est dépendant à autrui, nous n'avons plus cette liberté ou bien cette dignité, vous voyez bien. Donc, c'est pour cela que nous sommes obligés de travailler. Voilà, nous sommes obligés de travailler pour pouvoir, voilà, nous libérer d'autrui. Excusez-moi, il y a un dérangement ici, c'est pour cela que, voilà, j'avais un peu perdu le fil. Voilà, donc, vous avez vu, être dépendant à autrui nous dégrade. Être dépendant à autrui nous montre ici une position de faible. Voilà, donc, se libérer de la dépendance d'autrui nous donne une plus grande valeur, voilà, humaine et tout cela. C'est pour cela que vous vous rappelez bien que Omar ibn Khattab vous disait que la main qui se trouve en haut a plus de valeur que la main qui se trouve en bas. Donc recevoir, même socialement et aussi religieusement, ce n'est pas aussi, voilà, ce n'est pas valeureux du tout. Vous avez compris. Mais nous allons voir un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Quand on lui demande pourquoi est-ce que nous travaillons, vous voyez bien, il nous dira que nous travaillons pour ne plus travailler. Donc normalement, les gens disent que nous travaillons pour ceci, nous travaillons pour cela, nous travaillons pour cela. Donc, les gens disent que le but du travail, c'est autre chose. Mais selon lui, le but du travail, c'est sa suppression lui-même.
Donc, le travail recherche sa propre suppression, son autosuppression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je travaille, normalement, si vous voyez bien, normalement, c'est parce que je suis actif, que je suis courageux, que je prouve mon courage et tout cela. Rousseau dira non. Si je travaille, c'est parce que je suis paresseux. Oui, bien, c'est la paresse, je le cite, c'est la paresse qui pousse l'homme à être laborieux. Et lorsque nous entendons ces mots, nous disons que Rousseau, ce qu'il est en train de dire, est un peu contradictoire. Salam Mohamed Diama, salam, voilà, merci beaucoup. Vous voyez bien, donc c'est un peu contradictoire, dans la mesure où celui qui est paresseux ne travaille pas. Rousseau dit que pourquoi est-ce que c'est la paresse qui nous pousse à être laborieux? Parce que l'homme n'aime pas travailler, il est dans le travail parce qu'il est obligé. Donc, comme qu'il est obligé de travailler, il préfère se sacrifier maintenant, travailler dur, avoir quelque chose pour se reposer après. Vous comprenez? Donc, je préfère me fatiguer aujourd'hui et me reposer après pour bénéficier des fruits de mon travail. Parce que je trouve un calcul paresseux, parce que je suis un paresseux. Nous sommes tous, il dit que l'individu a une tendance naturelle à la paresse. Donc, nous sommes tous paresseux. Donc, au lieu de me fatiguer, au lieu de me reposer aujourd'hui et de me fatiguer après, je sais que c'est plus intelligent que je me fatigue aujourd'hui pour me reposer après. Donc, vous tous, vous les élèves de terminale par exemple, c'est ce que vous dites. Je préfère mettre le paquet maintenant, avoir mon bac et pendant les vacances, je vais me reposer. Vous voyez, le père de famille aussi qui travaille dur tous les jours et qui se fatigue, il préfère se fatiguer maintenant pour se reposer après, quand il aura sa retraite. Donc, c'est le repos qui nous conditionne, voilà, qui nous pousse à travailler. Oui, tu as vu, Omar, la retraite. Oui, mais c'est le repos qui nous pousse à travailler. Donc, c'est la paresse du moins. C'est la paresse qui nous rend laborieux, qui nous pousse à travailler. Donc, ça, ce sont les valeurs qu'on peut voir du travail. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons accepter que le travail est une activité contraignante. C'est une contrainte, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une importance dans le travail. Pourquoi? La première importance, c'est que le travail magnifie notre degré d'intelligence. Le travail augmente notre degré d'intelligence. Le travail nous pousse à être beaucoup plus rationnel. Le travail est une activité rationnelle. Et ce qui nous pousse à être rationnel nous pousse à être beaucoup plus libre et à beaucoup plus être humain. Vous comprenez? Pourquoi? On va expliquer cela. Le travail est un acte qui se passe, comme le dit Karl Marx, entre l'homme et la nature. Parce que c'est l'homme qui est celui qui veut modifier. Et c'est la nature qui est ce qui doit être modifié. Donc l'homme est en train de modifier la nature. Donc c'est ça le travail. Il modifie la nature, pourquoi? Pour satisfaire ses besoins. Donc le travail est une action qui se passe entre l'homme et la nature. Mais le problème qui se pose, c'est que l'homme, il est naturellement faible. Donc comme qu'il est naturellement faible, il ne peut pas avoir un contact direct avec la nature. Parce que s'il a un contact direct avec la nature, ça va être périlleux pour lui. Par exemple, un homme qui veut casser un caillou, il ne peut pas utiliser sa main. Le caillou, c'est la nature. Et lui, avec sa main, voilà. Donc, s'il essaie de le faire, c'est lui-même qui va se casser. Ce n'est pas le caillou qui va se casser. Donc, le contact direct avec la nature pose problème, dans la mesure où nous sommes faibles. Donc, comme on est faible, il faut qu'on trouve un intermédiaire, un médiateur, vous voyez bien, qui est entre moi et la nature. Vous voyez bien, quelque chose qui va être le prolongement de mon corps. Mon corps faible, mon corps inachevé va être complété par quelque chose d'autre. Cette chose d'autre qui va être complétée ici va être le médiateur. Donc, quand je serai en contact avec la nature, c'est grâce à cette chose-là. Vous voyez bien. Et cette chose, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle la technique. Donc, de ce point de vue, pour casser le caillou, je vais utiliser quelque chose qu'on appelle un marteau. Le marteau ici, c'est un outil qui a été fabriqué par mon intelligence. C'est pour cela que vous voyez que dans le mot technique, il y a de l'intelligence. Pourquoi il y a de l'intelligence? Parce qu'en même temps, il y a les outils. Outils, c'est fabriqué par l'intelligence. Il y a aussi le savoir-faire. C'est un ensemble de savoirs, de procédés qu'on acquiert pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, on a une technique quand on a des outils et un savoir-faire. Donc, ces deux choses-là, pour les faire, il faut d'abord qu'il y ait l'exercice de la conscience.
Donc vous avez vu que donc, pour pouvoir fabriquer une technique, pour pouvoir produire une technique, il faut être conscient, il faut être rationnel, il faut être intelligent. Ah, donc c'est l'intelligence donc, qui va produire ici la technique. Donc si l'intelligence produit la technique, donc cette intelligence nous permet de fabriquer quelque chose qui sera notre intermédiaire avec la nature. Vous avez compris? Donc en produisant une technique, l'homme prouve son intelligence. Mais cette technique aussi, elle doit évoluer. Parce que les besoins des hommes évoluent selon les temps, selon les espaces, selon les siècles ou bien tout ce que vous voulez. Donc si cette technique évolue, donc moi aussi, il faut que ça soit voilà, programmé par une pensée qui s'adapte continuellement, qui s'adapte incessamment. Donc en même temps que l'intelligence produit la technique aussi développe l'intelligence. Donc vous avez vu, c'est dans les deux sens. La technique développe l'intelligence aussi développe la technique. Quoi qu'il en soit, entre la technique et l'intelligence humaine, il y a ici une interaction. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette technique-là? C'est par le travail qu'il y a eu cette motivation de la technique. Donc, le travail nous permet ici d'être un animal technique. Vous voyez bien, d'avoir une intelligence fabricatrice. Pour parler, voilà, hein, comme Bergson. Bergson vous dira, l'homme a une intelligence essentiellement fabricatrice. Donc, de ce point de vue, quand je dis fabricatrice, fabrication, je fabrique quoi? Des outils. C'est quoi? C'est la technique. Quand il dit que l'homme a une intelligence essentiellement fabricatrice, cela veut dire tout simplement que l'intelligence de l'homme est tournée vers la technique. Vous voyez bien. Donc, l'homme est un fabricateur d'outils, comme il le dira. L'homme est un homo faber. Vous avez vu? Donc, c'est ce qui a permis, voilà, cette conception de la technique, c'est le travail. Parce que si on ne travaillait pas, on n'aurait pas besoin de la technique. Donc, la technique ici permet à l'homme de pouvoir s'élever au sommet de la hiérarchie des êtres de la nature. Pourquoi? Parce que dans cette production technique, l'homme développe sa pensée, développe sa rationalité et devient de plus en plus humain. Vous avez vu? Donc ici, le travail permet à l'homme, à l'aide de la technique, le travail permet à l'homme de développer son intelligence, de développer sa rationalité, de développer tout simplement sa raison, de développer son intelligence tout simplement, d'être beaucoup plus éclairé. Et plus on développe la pensée, on est beaucoup plus libre. Voilà. Et aussi, on magnifie notre humanité. Donc l'homme gagne une dignité humaine par le travail. C'est pour cela que le travail, ici, on peut dire que le travail est quoi? Il est humanisant. Le travail nous rend humains. Vous avez vu avec Karl Marx. Karl Marx vous dira que, voilà, le travail, quand l'homme travaille, tête et mains, bras et jambes, vous voyez bien, c'est son corps qu'il utilise. Il utilise ces choses-là dans le travail. Mais en même temps aussi, il réveille les facultés intellectuelles qui sommeillent en lui. C'est-à-dire les facultés intellectuelles qui sont en train de dormir en toi. Par le travail, tu réveilles cela. Et nous avons vu que ces facultés intellectuelles se réveillent avec la technique. Vous avez vu. Donc, c'est pour cela qu'il dit que l'homme, quand il travaille, c'est toujours Karl Marx qui parle, l'homme, quand il travaille, il modifie la nature. Mais en modifiant la nature, il modifie sa propre nature. Vous avez vu, on se réfère au début du cours. On avait dit que l'homme est naturellement un animal. Donc, c'est ça sa nature. La nature de l'homme, c'est son animalité. Et Karl Marx vous dit ici, par le travail, nous modifions la nature, l'environnement, mais en même temps aussi, nous modifions notre nature, c'est-à-dire notre animalité. Donc, qu'est-ce que Karl Marx veut dire ici? Il veut dire que le travail nous permet d'être humains. Le travail nous humanise. Parce que par le travail, nous faisons ici une distanciation avec la nature. Notre nature. Qui est quoi? Notre animalité. Donc, l'homme cesse d'être animal dès qu'il commence à travailler. Pourquoi? Parce qu'il développe les facultés intellectuelles qui sommeillent en lui. Et vous avez vu dès le premier cours que ces facultés intellectuelles, c'est la conscience. Et cette conscience est une spécificité humaine. Donc, plus tu es conscient, plus tu es humain et moins tu es animal. Et moins tu es conscient, moins tu es humain et plus tu es tout simplement animal. Donc, en développant ici la pensée, nous développons notre humanité. Vous avez vu cela. Et qu'est-ce qui nous permet ici de développer notre pensée? C'est quoi? C'est cette technique qui se passe dans quoi?
dans le travail. C'est pour cela que je me réfère un peu à ce que notre cher collègue Babacar Gueye vous avait parlé, voilà, ce dont il vous avait parlé la dernière fois, à savoir le mythe de Prométhée. Vous voyez bien, le génie fabricateur. Le mythe de Prométhée, vous avez vu que au début, voilà, je ne vais pas repasser sur cela, il l'a déjà expliqué. Au début, les dieux, voilà, ont voulu se distraire et tout cela. Voilà, ils ont voulu créer une vie sur terre, vous voyez bien. Zeus a appelé son fils, vous voyez bien, Héphaïstos et tout cela, pour pouvoir fabriquer quelque chose qui peut peut-être permettre aux dieux, voilà, de pouvoir, voilà, ne pas s'ennuyer en tout cas. Et donc, en cela, il y a eu la création par Héphaïstos des êtres naturels ici sur terre. Et après, il fallait leur distribuer des qualités naturelles qui étaient données par les dieux. Et pour cela, il fallait le donner au plus intelligent qui est Prométhée. Prométhéus. Prométhéus, c'est quoi? C'est celui qui pense avant coup. C'est-à-dire, lui, il est très intelligent. Qui fait que, avant que la chose ne se passe, il peut le comprendre déjà. Il peut prévoir des choses. Il est très intelligent. Voilà, donc il fallait le donner à celui-là qui est, voilà, ce titan-là qui est très intelligent, qui était Prométhée. Mais ce titan-là avait un frère, voilà, qui était son contraire, Épiméthée. C'est celui qui pense après coup, c'est-à-dire celui qui comprend après. Voilà, il fait, après il pense. Alors que Prométhée, il pense, après il fait. Donc Prométhée et Épiméthée. Épiméthée a poussé son frère Prométhée à lui, voilà, à le laisser faire, voilà, la distribution des dons. Vous avez vu la dernière fois avec Théocratos. Et Épiméthée a bien fait, il a bien calculé et il a bien fait, en tout cas selon lui au début. Il a créé ce qu'on appelle l'écosystème. Mais il a oublié un être qui était tout maigrichon, tout nu, tout faible, tout misérable. Cet être-là, c'était qui? C'était l'homme. Il fallait maintenant combler le vide que Épiméthée avait laissé en l'homme. Et pour combler ce vide-là, c'est-à-dire ne plus être inachevé, parce qu'il était inachevé. Pour combler ce vide, il fallait que Prométhée trouve quelque chose. C'est là qu'il va aller dérober le feu aux dieux et en faire, vous voyez bien, don aux hommes. Le feu, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de quoi? De la technique, de la fabrication, de l'intelligence fabricatrice. C'est ça le feu. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut montrer dans ce mythe de Prométhée? Que tout ce qui nous montrait qu'on était des faibles, inachevés et tout cela, tout ce que nous manquions avant, tout ce que nous n'avions pas avant, nous pouvons maintenant le compléter par la technique. La technique va être le prolongement du corps humain qui va permettre à l'homme d'être maître et possesseur de la nature en travaillant. Donc vous avez vu ici, voilà, tout simplement, l'intérêt du travail. Mais maintenant, nous pouvons résumer cette partie. Cette partie, qu'est-ce qu'on a dit? On a montré que le travail, voilà, le travail, qu'est-ce qui nous a poussé à travailler? Le besoin. Qu'est-ce qui nous a poussé à travailler? Les gars, vous avez vu cela, avoir une place dans la société, être respecté dans la société. Qu'est-ce qui nous pousse à travailler chez Rousseau? C'est la paresse, on l'a dit. Et le travail, est-ce qu'il a une valeur? Oui, il a une valeur, même s'il est difficile. Il a quand même une valeur, on l'a vu avec Karl Marx. Vous voyez bien que c'est ce travail-là qui va nous permettre d'être humains. Vous voyez bien, de développer les facultés intellectuelles qui sommeillent en nous. Et nous l'avons vu aussi avec la manifestation de la technique qui est la manifestation de notre intelligence. Vous voyez bien. Et aussi qui va combler notre vide ontologique, notre vide. Voilà tout ce qui nous manquait. C'est ce qu'on a vu. Et maintenant, la troisième et la dernière partie, ce sont les critiques philosophiques du travail. Donc les critiques, on va essayer d'aller plus vite. Voilà, parce que là, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour les cours sur RTD. Voilà, donc no days off, les gars, no days off. Voilà, no days off. Il n'y a pas de vacances pour la philosophie, boy. Voilà, donc c'est ici que ça se passe, c'est sur Agora Virtuel. Je vois les grands penseurs, voilà, je vois Meyad Suleiman. Ah, voilà, donc très bien. La troisième partie sont les critiques philosophiques. D'abord, on peut parler de la critique que Karl Marx fait. Vous avez vu, attention, Karl Marx a montré comment est-ce que le travail peut avoir de la valeur pour l'homme. Vous avez vu, c'est quand ça nous permet, quand c'est une activité autonome, une activité intellectuelle, une activité libre, vous voyez bien, ça développe notre humanité, etc. Mais en même temps aussi, il va montrer des vices de forme du travail. Quand est-ce que le travail peut être mauvais pour l'homme? C'est lorsque le travail est tout simplement un manque de volonté et d'autonomie pour le travailleur. Et là, il fait une critique
de la société capitaliste. Je ne vais pas entrer dans les détails de la critique marxiste de la société, parce que celui qui va faire le cours sur l'histoire va vous expliquer cela. Va vous expliquer c'est quoi l'histoire de l'humanité chez Karl Marx. Mais pour résumer, chez Karl Marx, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes, entre deux classes. Une classe exploitante, qui exploite, c'est-à-dire les dominants, et une classe exploitée, c'est-à-dire les dominés. Donc ceux-là ont toujours dominé ceux-là. Ils ont toujours exploité ceux-là. Donc ça a commencé avec l'opposition entre maître et esclave. Et ça se passait aussi dans le travail. L'esclave travaille et c'est le maître qui bénéficie. Ça a évolué pour donner une opposition entre nobles et serfs. Les serfs travaillent, on l'a vu dans les sociétés qu'on a eues, voilà, avant, vous voyez bien. Et ce sont les nobles qui bénéficient, vous voyez bien. Et nous le voyons dans les temps modernes avec le capitalisme, dans une opposition entre bourgeois et prolétaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bourgeois, ils sont des capitalistes, ils sont des patrons capitalistes. Parce que normalement, c'est le travail qui doit valoriser, qui doit peut-être légitimer la propriété. Donc, si je gagne quelque chose, par exemple, si je dis que je gagne cette bouteille d'eau, c'est parce que j'ai travaillé. Par le produit de mon travail, je peux acquérir ça et je peux dire que c'est ma propriété. Donc c'est la force de travail avant, la force de travail, la production, vous voyez bien, hein, la force de travail qui légitime la propriété. C'est ça qui se passait dans les sociétés archaïques. C'est ce que Karl Marx va appeler le système MAM'. MAM'. Les élèves de ES doivent comprendre ce que je dis, et SG aussi. Vous voyez bien, c'est-à-dire, voilà, marché, vous voyez bien, argent, marché encore. C'est-à-dire le marché, comment ça se passe? C'est-à-dire tu travailles, tu produis quelque chose, tu vas le vendre pour pouvoir avoir de l'argent, hein, et après, tu vas encore travailler encore pour encore avoir de l'argent. Tu travailles encore pour avoir des biens. Tu travailles pour avoir des biens. MAM'. Mais dans les sociétés capitalistes, c'est le contraire, c'est AMA'. Comment ça se passe? C'est-à-dire, au départ, il n'y a pas le travail. Ce n'est plus le travail qui légitime la propriété. Il y a l'argent, c'est-à-dire le capital. Si tu as le capital, peut-être que tu vas engager des gens qui vont travailler. Tu achètes leur force de travail. Ils vont faire partie de ce qu'on appelle les moyens de production. Donc, c'est le capital qui te permet cela. Après cela, il y a le profit. Le nouveau capital, le profit. Capital, profit. Nouveau capital, profit. Capital, profit. Nouveau capital, profit. Donc, si vous voyez bien, qu'est-ce qui permettait avant d'être propriétaire? C'était le travail. Maintenant, qu'est-ce qui permet d'être propriétaire? C'est le capital. Donc, si tu as de l'argent, un capital au début, tu peux faire un investissement et gagner quelque chose. Mais pour faire cet investissement-là, tu as besoin des moyens de production, que ce soit les machines, mais aussi les travailleurs. Et qu'est-ce que tu fais? Tu achètes leur force de travail. Ils vont aliéner, ils vont te vendre leur force de travail. Mais ce qui se passe, c'est que ces travailleurs-là, ces ouvriers-là, ne sont pas payés à leur juste valeur. Parce que si je vous paye à votre juste valeur, les gars, vous serez aussi riches que moi et vous ne serez plus mes employés. Donc, il faut que je vous exploite. Et que le marché du travail soit très, très fermé, qui fait que si tu laisses ton travail, quelqu'un d'autre va le prendre. Oui, quelqu'un d'autre va le prendre. Donc, tu travailles pas parce que tu l'aimes. Tu travailles parce que tu es obligé, parce que tu as des besoins. Donc, c'est le besoin qui te pousse à travailler. Ce n'est pas par plaisir que tu travailles, mais tu travailles par besoin. Donc, c'est pour cela que Marx dira que l'ouvrier est tellement exploité que ce qu'on lui paye, c'est ce qui lui permet de survivre aujourd'hui et de revenir travailler demain. Vous comprenez? C'est ce qui lui permet de survivre aujourd'hui et de revenir travailler demain. Parce que ce n'est pas suffisant. Il est exploité. Ce qui fait qu'il travaille malgré lui. Il travaille pas parce qu'il l'aime, mais il est obligé de travailler. C'est le besoin qui le pousse à travailler. Quand le besoin te pousse à travailler, tu deviens un animal. C'est pour cela qu'il dit que ce travail-là n'est pas un travail voulu, ce n'est pas un travail libre, c'est un travail contraint, c'est un travail forcé. Le gars, il est dans un travail forcé. Il est forcé par quoi? Par le besoin. Donc si le travail est forcé ici, de ce point de vue, le gars, il ne se sent pas libre.
il ne se sent pas heureux, il est malheureux. Et en fin de compte, il va se déshumaniser. Il va devenir un animal. Comme le chien qui se fatigue pour trouver quelque chose à manger. Lui aussi, c'est la même chose. C'est pour cela que Karl Marx vous dira, l'humain deviendra le bestial et le bestial deviendra l'humain. Donc vous avez vu, pour résumer la position de Karl Marx, lorsque je travaille dans une mesure où je suis exploité, que je ne suis pas payé à ma juste valeur, je le sais que je ne suis pas payé à ma juste valeur, vous voyez bien, mais je suis obligé de travailler à cause du besoin. Donc si je suis obligé de travailler à cause du besoin, ici, et que je suis dans un travail forcé, forcément, les gars, je suis malheureux. Forcément. Je suis dans une disposition maladroite. Forcément, à un moment donné, je vais perdre mon humanité. Je vais être un animal. Je vais devenir une bête. Donc ici, le travail est déshumanisé. Et déshumanisant, du moins. Donc vous avez vu que la volonté autonome et la volonté libre, elle est importante dans le travail. Le plaisir, le choix est aussi important dans le travail. Mais si c'est un travail forcé, c'est tout simplement déshumanisant. Donc les gens qui vont faire un travail, pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils sont obligés, ils savent bien de quoi est-ce que je parle. Mais rassurez-vous les gars, nous les philosophes, nous ne sommes pas dans ces dispositions-là. Ce que nous faisons, nous l'aimons. Donc c'est très bien. Si tu fais un travail que tu aimes bien, que tu as choisi, voilà, qui te fait plaisir, les gars, c'est très bien. Voilà. Mais si tu fais un travail qui est forcé, dans lequel tu n'as aucune autonomie, tu es contraint, tu es dans une disposition où tu es commandé par le besoin et tout simplement tu es exploité, les gars, là, tu es dans une déshumanisation certaine. Ce que veut dire Karl Marx, c'est cela. Nous pouvons aussi parler de ce qu'on appelle le travail en chaîne. Le travail en chaîne, on va aller très vite, vous connaissez cela, c'est ce qu'on a vu dans les systèmes de Fordisme et de Taylorisme. Et donc, dans ces systèmes-là, le travail en chaîne, il est très intéressant pour, en tout cas, le patron capitaliste. Parce que ça nous permet de produire plus, vous voyez bien, et donc d'avoir plus de bénéfices. Vous voyez bien. Donc, le travail en chaîne, c'est quoi? Chaque individu, un emplacement. Chaque emplacement, un individu. Donc, tu tiens ton poste, tu fais le même geste tout le temps et tout le temps. Tout le temps et tout le temps. Tu fais le même geste. Le même geste. Quelqu'un d'autre est à son poste aussi, il fait le même geste. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, si on coordonne ici ce travail, ça nous permet une très grande production. Et s'il y a une très grande production, il y aura quoi? Il y aura plus de profit. Donc, il est important pour le patron, mais il est très dangereux pour le travailleur. Voyez bien. Donc, s'il est dangereux pour le travailleur, c'est quoi? Parce que si tu fais les mêmes gestes à chaque fois, à un moment donné, ça devient mécanique. Ça devient tout simplement machinal. Et donc, si ça devient machinal, tu n'as plus besoin de réfléchir en faisant les mêmes gestes. Tu sais bien que pour rentrer chez toi, tu n'as pas besoin de réfléchir parce que tu prends toujours le même chemin. Donc, si tu fais un travail dans lequel tu ne fais que les mêmes choses, tu ne réfléchis plus. Alors que normalement, le travail doit être une activité de réflexion. Mais dans ce travail, tu ne réfléchis plus. Et si tu ne réfléchis plus, tu perds ta réflexion. C'est une aliénation de la pensée. À un moment donné, tu vas aliéner ta liberté. Aliénation de la liberté. Tu n'es plus libre. Parce que tu es programmé. Tu es comme un robot. Et s'il y a aliénation de la liberté ici, il y aura aliénation de quoi? De ton humanité. Tu perds ton humanité. Le travail te déshumanise. Et là, tu n'es plus un être humain. Et si tu étais un animal, ce serait très bien. Mais là, tu n'es pas un animal. Tu deviens quoi? Tu deviens une machine. C'est le travail machinisant. C'est le travail robotisant. Voilà, ce travail-là te machinise. Tu es devenu simplement une machine à produire les mêmes tâches. Une machine qui a été programmée. Donc ce travail aussi est dangereux. Mais en plus de cela aussi, la société de consommation dans laquelle nous vivons, tout le monde veut travailler. Le travail est devenu le Dieu suprême, entre guillemets. Tout le monde vénère le travail. Il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Et donc, si je travaille, je dois gagner plus, je dois gagner plus, je dois gagner plus, pour gagner plus, encore et encore et encore. Qui fait qu'à un moment donné, je ne connais plus rien d'autre que travailler, les gars. Je n'ai plus une vie de famille. Je n'ai plus une vie sociale. Je n'ai plus de plaisir, je n'ai plus le temps d'aimer, de détester. Je n'ai plus le temps de rêver, les gars. Je n'ai plus le temps de faire peut-être de la philosophie. Je n'ai plus le temps d'autre chose, les gars.
Et donc, si je n'ai plus ce temps-là, je ne vis plus, parce que ce sont ces choses-là qui sont la vie en tant que telle. Donc, si je ne vis plus, je suis devenu prisonnier de ce travail. À cause de ce travail-là, je ne vis plus. Pourquoi? Parce que, en réalité, je vis pour travailler. Donc, c'est le travail seulement que je considère comme étant la seule propriété importante de la vie. Donc, le travail m'empêche d'avoir ici peut-être une croyance extrême à mon Dieu, des relations sociales, des relations familiales, être présent pour mes enfants, vivre pour moi aussi, chercher des plaisirs des fois. Donc je vis pour travailler, cela veut dire que je suis prisonnier du travail. Alors que normalement le travail doit être tout simplement ce qui permet de vivre seulement. Donc c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est pour cela que Hannah Arendt dira que c'est ça qui fait aussi part, voyez bien, c'est ça que l'on retrouve aussi. Ah, Ambar Simbal Salam. Bah, faites une pause, Corona, vous posez même dans le confinement. Oui, no days off, boy. No days off en philosophie. Voilà, la philosophie ne s'arrête pas. Sinon, on va arrêter de vivre. Donc, vous voyez bien. Donc, de ce point de vue, Hannah Arendt nous dira quoi? Nous dira que ça, c'est le problème de l'homme moderne. Il vit pour travailler, mais il ne travaille pas pour vivre. Alors qu'il faut travailler pour vivre. C'est-à-dire, le travail doit être simplement un moyen de satisfaire des besoins. Mais il ne faut pas vivre pour travailler. C'est-à-dire, il ne faut pas passer toute sa vie à travailler jusqu'à devenir esclave du travail. On a d'autres critiques aussi comme Nietzsche qui fera une critique de la société. Voilà. Et aussi du conditionnement social du travail. Nietzsche nous dira que c'est la société qui nous pousse à travailler parce que la société aime trop la sécurité. On veut travailler, toujours travailler. Pourquoi? Parce que les sociétés recherchent la richesse, toujours la richesse, encore la richesse. Et donc de ce point de vue, si la société nous pousse toujours à travailler, c'est pour quelque chose. C'est pour ses biens propres. C'est pour son développement, entre guillemets, ce qu'on appelle développement, qu'on ne peut même pas définir. C'est pour tout simplement sa sécurité. Maintenant, pour cela, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit sacrifié, c'est l'individu. C'est l'individu. Et ses propriétés principales et, vous voyez bien, importantes, c'est quoi? Sa liberté. C'est sa pensée. C'est son plaisir. Donc, il faut qu'on sacrifie tout cela en l'individu pour qu'il soit au service de la société. Maintenant, il ne faut pas qu'on lui dise à cet individu-là, il ne faut pas qu'on lui dise que le travail est une chose mauvaise, où tu perdras ta santé, où tu perdras tes relations sociales, où tu vas tout simplement souffrir et tout cela. On ne va pas lui dire la vérité. Il faut qu'on masque cela, il faut qu'on maquille cela. Maquillage, les gars, les filles, vous savez bien ce que je dis. Il faut qu'on maquille cela. Il faut qu'on fasse une glorification du travail. Qu'on lui montre que le travail, c'est la chose la plus exceptionnelle, vous voyez bien, qui existe dans le monde. Que chaque individu doit rechercher à atteindre tout simplement ce niveau de perfectionnement qui est le travail. C'est ça qu'on va cultiver dans chaque individu. On va l'éduquer dans cette disposition-là. On va l'éduquer dans cette disposition-là. On va l'éduquer dans cette disposition. Plus on lui répète cela, à un moment donné, il va y croire. Alors qu'il dit que ici, ce n'est pas vrai. Travail, c'est souffrance. Travail, c'est manque de plaisir. Travail, c'est dangereux pour l'individu. C'est ça le travail. En réalité, c'est ça le travail. Et l'individu doit être au service de lui-même. Il doit avoir le temps de rêver. Il doit avoir le temps de faire des contemplations, d'aimer, de détester, de rechercher des choses. Il doit avoir ce temps-là. C'est ça, c'est sa vie. Maintenant, pour qu'on lui empêche ici de faire tout cela, il faut qu'on le transforme en travailleur. Donc, on nous a fait un deal. La société nous a fait un deal. C'est pour cela qu'il dit que l'individu, tant qu'il est conscient qu'il est un individu, il est un danger pour la société. Parce qu'il a compris. Mais aussi, la société aussi est un danger pour l'individu dans la mesure où la société essaie de transformer l'individu ici en travailleur. Donc, les élèves de SG savent bien de quoi je parle. Donc le travail ici, conditionné par la société. Attention, Nietzsche ne dit pas que tous les travaux sont mauvais. C'est comme Karl Marx. Le travail qui est conditionné par la société, le travail qui a été tout simplement valorisé par la société, cette forme d'endoctrinement que nous subissons de la société, c'est ça qui est mauvais. Maintenant, il dit que le travail par plaisir, le travail qui est fait, même si c'est le travail le plus dur au monde, si tu le fais par plaisir, ça, c'est excellent.
Oui, il faut d'abord que le plaisir soit au début du choix de ton travail. Pas le besoin, pas tout simplement l'endoctrinement social, pas le conditionnement d'autrui, ni rien du tout. Il faut que ça soit tout simplement un travail qui est guidé par le plaisir. Si maintenant tu n'es pas ici guidé par le plaisir, tu es aliéné. Tu as été maudit, tu as été tout simplement contrôlé par la société. Donc il dit que l'individu, voyez bien, qui a compris cela, l'individu qui a compris cela, qui a compris que c'est le plaisir qui est important dans le travail, dès qu'il ne trouve pas un travail où il a du plaisir, qu'il aura choisi, qui sera le fruit de son choix personnel, il est d'une paresse décidée. C'est-à-dire qu'il a décidé d'être paresseux. Il décide d'être paresseux. Parce que la paresse pour lui devient quoi? Devient un moment transitoire entre un travail qu'il aime et un travail qu'il aime, qu'il aime et un autre travail qu'il fera après qu'il aime. Tout simplement. Donc cette paresse décidée aussi, ce n'est pas une paresse totalement comme cela. Elle est physique simplement, mais intellectuellement, il s'adonne à des contemplations, à des recherches, à des méditations. Il se contente tout simplement de développer son niveau intellectuel et il se contente aussi de développer son niveau de plaisir esthétique et tout cela. Donc restez à ne pas avoir ce qu'on appelle dans la société un boulot, un emploi. Il dit que ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas forcément mauvais. Tu peux rester à la maison, d'être dans une paresse, décider d'être paresseux, en développant les choses les plus importantes. Et il dit que cette conception-là, ceux qui ont cela, ce sont les philosophes. Ah oui, les philosophes à l'honneur, ce sont les artistes aussi. Les artistes. Et aussi, ceux qu'on va appeler peut-être les aventuriers, eh bien, les vagabonds. Les vagabonds. Donc les gars, je pense qu'on a un peu fait le tour, on a un peu survolé ce chapitre du travail. Maintenant, je n'ai pas tout dit, ce n'est pas possible de tout dire. Si je veux récapituler, dans une première mesure, on est resté autour du mot le travail. On a vu tout simplement qu'est-ce qui nous a poussé à travailler et on a essayé de comprendre les conceptions qui se trouvent autour du travail. Et on a vu que tout cela était un peu négatif. Après cela, on a vu les significations et les vertus du travail quelque peu. Vous voyez bien, donc on a vu socialement tout simplement et aussi dans le domaine intellectuel, l'humanisation que le travail nous propose et aussi l'intervention de la technique qui est importante et tout cela. Et on a vu une dernière partie où on a fait une critique tout simplement philosophique du travail. Vous avez vu la critique de Karl Marx, vous voyez bien, avec le travail exploité. Vous avez vu aussi la critique de, voilà, je sais pas, voilà, du travail en chaîne, vous voyez bien, avec le Fordisme et le Taylorisme, qui sont tout simplement aliénants. Et vous avez vu la critique de Hannah Arendt de la condition de l'homme moderne. Vous avez vu aussi la critique nietzschéenne aussi, c'est-à-dire de Nietzsche, voilà, sur le fait que la société, tout simplement, nous endoctrine, voilà, en nous poussant à nous sacrifier pour elle dans le travail. Vous voyez bien. Et que ce n'est pas tous les travaux qui sont mauvais pour lui, mais les travaux qui sont tout simplement conditionnés par la société, faits par le besoin. Mais aussi, il y a des travaux aussi qui peuvent tout simplement magnifier, développer notre intellectualité et notre individualité. Ce sont ces travaux-là choisis tout simplement librement par nous, où il y a le plaisir. Voilà. On ne cherche pas de travail pour le salaire. C'est ça que dit Nietzsche. Ce n'est pas pour le salaire que tu cherches cela. Parce que si tu le cherches pour le salaire, tu le cherches pour le besoin. Et ça, c'est aliénant, c'est tout simplement abrutissant. On le cherche pour le plaisir. Voilà, donc on doit travailler pour le plaisir. C'est ce que je disais à mon ami Ambassila, un grand philosophe. Peut-être qu'un soir, il sera parmi nous. Mais il ne vous a pas oublié. Voilà. Il est le professeur Abdussalam. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, c'est Abdussalam. Il est au lycée de Balbala. Il ne vous a pas oublié. Il vous réserve quelques surprises. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est ce que nous faisons, nous les philosophes. Voilà, c'est ce que font les artistes aussi. Ils travaillent pour le plaisir. Voilà, ils travaillent pour le plaisir, pas pour le salaire. Pas pour le salaire, mais pour le plaisir. Voilà, donc travailler pour le plaisir, c'est ça qui est important. Donc les gars, vous avez vu, même dans la religion aussi, si tu fais ça, il faut le faire avec le grand cœur, les gars. Il faut le faire avec le grand cœur. Vous avez vu cela dans votre religion islamique. C'est avec un grand cœur qu'on le fait. Voilà, c'est par le plaisir. Pouvoir aider les autres, se mettre au service des autres.
Et là, je fais un clin d'œil à Théocratos dans la philosophie des Baïfal. Peut-être qu'un jour, il va vous parler de cela, de la philosophie des Baïfal. Voilà, donc travailler au service des autres, pas pour le besoin. Non, non. Pas pour le gain. Non, non. Pas pour l'égoïsme. Mais se donner totalement corps et âme aux autres. Vous voyez bien. Donc ce travail-là, non seulement il est important, mais il est divin. Voilà. Donc les gars, je pense que c'est bon maintenant. On peut faire voilà, la conclusion de cela. Voilà. Je pense que pour les questions, les professeurs qui sont en direct vous ont répondu. Et si c'est bon, on peut... Voilà, c'est la minute du pouce bleu, les gars. La minute du pouce bleu. Les vues, augmenter les vues. Voilà. Non, l'égyptologue, je ne suis pas un égyptologue. Il y a un égyptologue devant vous. C'est Ambar Simbar Salam. Voilà, c'est lui l'égyptologue. C'est la minute du pouce bleu, les gars. Défoncez-moi le pouce bleu. Défoncez-le. Défoncez le pouce bleu. Voilà, donc demain, Inch'Allah, c'est à la même heure. À la même heure. À la même chaîne. C'est sur Agora Virtuel que ça se passe. No days off. Je vous l'ai dit. No days off. Ici, sur Agora Virtuel, l'activité philosophique continue. Elle est ininterrompue. Voilà. Donc, elle ne s'arrête pas. C'est ici que ça se passe. C'est ici. Oui, Franck, tu as déjà raison. Le travail est la meilleure des polices. Nietzsche, voilà. La police contre l'individu. Créée par la cité, tu as raison. Donc, ça se passe ici. Demain, Inch'Allah, vous serez ici avec le professeur Babacar Gueye, c'est-à-dire Théocratos. Non, non, c'est pas Théocratos, c'est Abdoulaye Dia. Voilà, Abdoulaye Dia, demain, Inch'Allah, c'est lui qui va vous faire le cours sur l'art. L'art, voilà, l'art. Et vous savez que l'art et le travail sont quelque peu liés. Donc, demain, à la même heure, 17h, ici. 17h, ici. Nulle part, ici, sur Agora Virtuel, les gars. C'est ici que ça se passe, les gars. Donc, demain, 17h. Ne manquez pas à ce rendez-vous. C'est la minute du pouce bleu, ou bien même le love. J'ai vu des loves, c'est très bien. Défoncez-moi ce point-là. Défoncez-moi, voilà, défoncez-moi cela. C'est très bien, c'est très bien. Demain, à 17h, précise, que tout le monde soit là. Que tout le monde soit là. Voilà, que tout le monde soit là. On va parler de l'art. On va tout simplement contempler. On va parler de l'art. Ça se passe ici, sur Agora Virtuel. Je vous remercie, les gars. Vous êtes adorables. Vous êtes exceptionnels. Vraiment, c'est une communauté consciente, éveillée. Voilà. Il y a toujours une tension de l'esprit chez vous, les gars. Je vous aime. Je vous aime. Voilà. C'est très bien, Maître Hamadou. Le confinement, ça chauffe. Voilà, ça chauffe, ça chauffe. ça ne s'arrête pas. Ici, ça continue à chauffer. No days off, les gars. C'est le seul mot d'ordre. No days off. Ça se passe ici. Le pouce bleu. Le pouce bleu. Demain, voilà. Demain, avec le monsieur Abdoulaye Dia. Voilà. Donc, l'art, on va contempler avec lui. On va tout simplement avoir un plaisir esthétique. Degan Bardon, tu viens d'arriver. Tu es en retard. La chose s'est déjà passée. Voilà, mais tu ne perds rien. Tu peux regarder cela après, en différé. Voilà. Et demain, sois là. Voilà, demain, sois là. Demain, ce sera le cours sur l'art, Inch'Allah. Voilà. Donc, les gars, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, je vais couper le live. Je vous dis coucou, voilà, je vous salue tous. Mais respectez les mesures de sécurité. C'est le dernier mot que je tiens. Restez en sécurité. Protégez-vous. Protégez votre famille. Protégez votre entourage, votre voisinage et tout cela. Respectez les mesures de sécurité, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on vainque cette maladie pour qu'on puisse retourner à l'école, les gars. Voilà, donc pour pouvoir retourner à l'école, il faut qu'on vainque cette maladie. Il faut qu'on puisse vaincre cela. Et pour vaincre cela, il faut qu'on respecte les mesures. Respectons ces mesures et continuons notre année scolaire. Allez-y après au bac, défoncez-moi ce bac-là et votre bac, passez à autre chose. Et la vie continuera. C'est très bien les gars, c'est très bien. C'est très bien, voilà. Je vous aime bien. C'est bien, Degan, c'est bien, Degan, c'est bien. C'est bien. La religion, ça vient après l'art. Ahlam Bintou. Donc la religion, c'est après-demain. Donc demain,
c'est l'art et après-demain, c'est la religion, Inch'Allah. Voilà, donc, allez, à demain, Inch'Allah. Je termine le live.